Je voudrais vous parler aujourd'hui des rapports d'Albert Camus avec la justice, non pas avec la notion philosophique de justice qu'il a évidemment abordée dans son œuvre, mais avec l'institution judiciaire, avec le droit pénal, avec le problème de la sanction pénale dans notre législation. Sur ce terrain, il faut savoir que Camus a été, alors qu'il était journaliste à Alger Républicain, un excellent chroniqueur judiciaire et qu'il a suivi à cette époque un grand nombre de procès dont il a rendu compte dans des chroniques dans Alger Républicain et où il a montré à la fois une vive intelligence des mécanismes judiciaires, une volonté de faire triompher la vérité, de ne pas se contenter des apparences, d'aller au-delà d'instructions qui étaient quelquefois bâclées, et il a aussi profité de ces chroniques judiciaires pour mettre en avant et pour mettre en évidence la partialité de la justice coloniale qui traitait extrêmement mal à la fois les Algériens et ce qu'on pourrait appeler les malheureux, les misérables. Il y a plusieurs chroniques que l'on retrouve dans la Pléiade, l'affaire Audin, l'affaire du cheikh El-Oghbi, l'affaire des incendiaires d'Orisseau, entre autres. Et dans chacune, le lecteur verra le détail de ces affaires sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui mettent toutes en évidence la partialité de la justice coloniale, son injustice et les méthodes pas souvent ragoûtantes qu'elle utilisait pour cela. Il y a par exemple dans les incendiaires d'Orisseau un long passage de la chronique sur de prétendus aveux qui auraient été faits par les intéressés et dont Camus démontre l'inanité et se dit que toute personne confrontée aux méthodes de recueil des aveux qui étaient pratiquées alors à l'époque aurait été dans ce sens, aurait avoué, alors que ça ne correspondait à rien. Et de fait, il a joué un grand rôle, y compris dans ces procédures-là, car ces chroniques étaient très lues, avaient un retentissement assez grand, et il a conduit la justice à se ressaisir, et par exemple, il a obtenu l'acquittement du cheikh El-Oghbi, qui était poursuivi pour rien que moins qu'un assassinat, dont il démontrait à travers ses chroniques qu'il était manifestement innocent, et la justice a bien dû se rendre compte à travers ces chroniques qu'il y avait un retentissement populaire, qu'elle ne pouvait pas aller à la condamnation qui était pourtant souhaitée par le pouvoir. Je dis à ce passage que le cheikh El-Oghbi lui en fut évidemment très reconnaissant, et lorsqu'il prononça à Alger en 1960 un appel pour la trêve civile, ce fameux appel où malheureusement il fut conspué à Alger par ses coreligionnaires, par les pieds noirs, le cheikh El-Oghbi fut présent, il était malade, il était sur une civière, mais il avait tenu à venir assister à cet appel d'Albert Camus pour une dernière tentative d'appel à la trêve civile. Donc un chroniqueur judiciaire, à la fois qui était une plume, ça se lisait avec intérêt, ça se lisait bien et c'était écrit magnifiquement et surtout très efficace car il allait au fond des dossiers, au fond des problèmes qui étaient posés. Ce qui fait qu'il a très bien connu la justice et on se souvient d'ailleurs à cet égard d'une photo célèbre
de Camus assistant au procès du maréchal Pétain. Tout ça pour vous dire qu'il s'est intéressé beaucoup à la justice et que ça a nourri d'une certaine manière ensuite son œuvre. Il suffit de relire L'Étranger, il y a une très grande partie, presque un tiers à peu près, peut-être plus, de ce petit roman qui est consacré au procès, qui est consacré à la sanction, qui est consacré au rôle des avocats, des juges, etc. C'est très intéressant à lire et c'est le résultat d'une expérience vécue par Camus dans son métier de journaliste et de chroniqueur judiciaire. Mais il va aller au-delà, et il faut aller au-delà. Et Camus va être un très grand militant pour l'abolition de la peine de mort. Il raconte dans plusieurs textes, on retrouve la même anecdote, dans L'Étranger notamment, mais ailleurs également et dans son texte fondateur sur l'abolition de la peine de mort qui s'appelle Réflexions sur la guillotine, qui a été publié en même temps qu'un texte d'Arthur Koestler. Et dans ces textes de Camus, il se réfère à un incident qui avait marqué l'histoire de son père. Il raconte que, à la veille de la guerre de 14, son père était allé voir une exécution capitale à Alger. Elle se faisait alors en public, et qu'il en était rentré absolument malade, qu'il avait vomi, qu'il avait été pendant une journée entière absolument bouleversé par ce qu'il avait vu. Et Camus écrit ceci en tête des réflexions sur la guillotine, qui est un texte évoquant cet incident. Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l'indignation d'un homme simple et droit, et pour qu'un châtiment qu'il estimait 100 fois mérité n'ait eu finalement d'autre effet que de lui retourner le cœur. Quand la suprême justice donne seulement à vomir à l'honnête homme qu'elle est censée protéger, il paraît difficile de soutenir qu'elle est destinée, comme ce devait être sa fonction, à apporter plus de paix et d'ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu'elle n'est pas moins révoltante que le crime, et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l'offense faite au corps social, ajoute une nouvelle souillure à la première. Il a donc milité contre la peine de mort toute sa vie. Pendant la guerre d'Algérie, on connaît les multiples interventions, des centaines d'interventions qu'il a faites auprès du garde des Sceaux, auprès du président de la République, pour éviter la sanction de la peine de mort à certains criminels, y compris du FLN, et c'est un militantisme qui n'a jamais cessé. Pour ceux que ce problème intéresse, et il est captivant, je renvoie à un ouvrage d'Ève Morisi, qui a consacré toute une étude au rapport d'Albert Camus à la peine de mort. Toujours dans le domaine de ces interventions judiciaires, on se souvient aussi, et c'est très intéressant à lire, de son attitude au moment de la libération. S'est posé à ce moment-là, on le sait, le problème de la justice. Et Camus, dans un premier temps, Camus qui a été un résistant, était partisan d'une justice très ferme à l'égard des collaborateurs. Mais il n'a pas pu manquer de voir les dérives auxquelles a conduit cette justice sommaire. On se souvient de ces femmes tondues, de ces procès sommaires où les gens étaient d'avance
condamné. Et il a évolué sur ce terrain pour rejoindre, dans le fond, dans cette polémique qu'il a eue à un moment, avec des échanges avec François Mauriac, il a fini par reconnaître que François Mauriac avait raison, et il est arrivé à l'idée que la justice devait, en toute hypothèse, quelles que soient les circonstances historiques, politiques, demeurer la plus sereine possible et ne pas être soumise aux passions du moment, ce qui avait été évidemment le cas. Et il est d'ailleurs intervenu, c'est tout à son honneur, pour solliciter du président de la République la grâce de certains collaborateurs notoires, comme Rebatté par exemple, où il a écrit pour dire que, bien évidemment, il n'avait jamais partagé et il avait même combattu à l'époque Rebatté, mais qu'il estimait que la peine de mort ne ferait pas avancer la question et ne serait pas une solution. Il y a donc des rapports extrêmement intéressants de Camus avec cette mécanique de la justice, et j'ai été amené à faire une conférence un jour et je l'avais intitulée « Trois écrivains face à la peine de mort ». Et ces trois écrivains, c'était Victor Hugo, évidemment. Victor Hugo, dont on rappelle les combats contre la peine de mort, Albert Camus, précisément, dont j'analysais la position, et Robert Badinter, que j'ai placé dans la catégorie des écrivains, car c'est évidemment un grand avocat, c'est un grand juriste, un grand professeur, c'est un homme politique, mais quand on a lu son livre « L'exécution » ou son deuxième livre « L'abolition », on se rend compte que c'est un grand écrivain. Voilà donc ce que je voulais vous dire de Camus et de la justice, et vous trouvez les textes qui correspondent à cette analyse dans la Pléiade avec une grande facilité. Merci.